Chaque jour, un sentiment tenace et inquiétant grandit en moi. Le territoire sur lequel nous vivons n'est pas destiné au développement pacifique de la civilisation. Je suis de plus en plus convaincu que notre monde est en réalité un immense polygone d'essais pour des expériences génétiques de grande envergure, et peut-être terrifiantes, menées par d'autres entités. Nous sommes habitués à entendre des bribes d'informations sur des créatures mystérieuses. Certains mentionnent le Bigfoot, d'autres croient aux sirènes ou aux gnomes. Mais le plus souvent, ces récits sont perçus comme du folklore, sans fondement solide. Il existe pourtant des histoires qui sortent du rang des contes habituels, car leur confirmation ne se trouve pas dans les livres pour enfants, mais dans de sèches chroniques historiques. Si vous, tout comme moi, sentez que l'histoire officielle nous cache quelque chose et que vous voulez tirer cela au clair, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et mettez un pouce bleu. Ainsi, nous pourrons creuser ensemble vers cette vérité que l'on s'efforce tant de nous dissimuler. Maintenant que nous sommes prêts à regarder la vérité en face, laissons de côté les pensées sur les personnages de contes de fées et tournons-nous vers les preuves documentaires concernant ceux que l'on appelait les cynocéphales, ou hommes à tête de chien. Les encyclopédies modernes nous informent sèchement qu'il ne s'agit que de personnages zoomorphes mythiques, des créatures avec un corps humain et une tête de chien ou de loup. On essaie de nous convaincre que c'est une fiction. Mais pourquoi alors les descriptions de ces êtres imaginaires se retrouvent-elles dans les œuvres des penseurs antiques les plus autorisés, tels qu'Hésiode, Hérodote et Ctésias? Ce n'étaient pas de simples monstres issus de cauchemars, mais des tribus entières dont les lieux de vie, l'Inde, l'Éthiopie et la Scythie, étaient clairement indiqués sur les cartes anciennes. Les auteurs antiques les décrivaient avec une précision effrayante. Ils parlaient d'une tribu d'humains qui, sur de robustes épaules humaines, avaient une tête de chien aux mâchoires puissantes. Le plus étonnant dans ces descriptions, c'est que ces créatures possédaient la raison. Au lieu du langage humain, ils utilisaient l'aboiement, mais ils se comprenaient entre eux. Ils portaient des vêtements, utilisaient des outils et maniaient des armes. Les philosophes de l'époque en concluaient que puisqu'ils éprouvaient de la honte, ce qui les obligeait à couvrir leur corps, ils possédaient donc une âme accordée par le divin. Ces informations ne se sont pas perdues au fil des siècles. Elles ont migré des sources byzantines vers les anciennes légendes et les traités médiévaux. Saint Augustin, Jean de Plancarpin et le célèbre voyageur Marco Polo ont écrit sur les hommes à tête de chien. Leurs terres étaient notées sur les cartes, et les artistes dépeignaient des batailles où les armées d'Alexandre le Grand combattaient ces hybrides. De plus, il existe des témoignages écrits de l'archidiacre Paul d'Alep. En visitant Moscou dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il a participé à un rite de lavement des reliques dans la cathédrale de l'Annonciation et a laissé une note affirmant qu'il avait vu, de ses propres yeux, la tête de chien de Saint Christophe. C'est justement la figure de Christophe qui est la preuve la plus retentissante et, en même temps, la plus dérangeante de cette théorie. Ce martyr, vénéré tant par l'Église orthodoxe que catholique, a vécu au tournant des IIIe et IVe siècles. Initialement, il portait le nom de Réprébus, ce qui se traduit par le réprouvé ou le mauvais, et appartenait à la tribu des cynocéphales. Les descriptions disent qu'il était un géant de plus de 2 mètres avec une tête de chien. La légende ecclésiastique tente d'adoucir ce fait, affirmant qu'il aurait soi-disant supplié Dieu de lui donner une apparence bestiale pour éviter les tentations mondaines dues à son incroyable beauté. Cependant, des couches plus anciennes de la tradition disent le contraire. Il est né ainsi. De plus, avant d'accepter la foi, il était anthropophage, tout comme les autres représentants de son espèce. Une question logique se pose. Pourquoi une créature génétiquement différente de l'homme et ayant un passé aussi sombre a-t-elle été élevée au rang de saint? Peut-être que ceux qui menaient ces expériences génétiques dans l'Antiquité considéraient ce spécimen comme particulièrement réussi. Malgré sa nature, Christophe a fait preuve d'obéissance et de résilience, endurant des tortures qui auraient tué un homme ordinaire depuis longtemps. Aujourd'hui, il est vénéré comme le patron des voyageurs, des marins et des conducteurs, mais son image sur les vieilles icônes, où il est représenté avec une tête de chien, provoque toujours la stupeur. La mémoire de ces expériences s'est incrustée dans notre culture plus profondément qu'il n'y paraît. Dans la langue russe et le folklore slave, le mot polkan vit toujours.
Beaucoup considèrent cela simplement comme un nom populaire pour un chien de garde. Mais l'étymologie de ce mot prend racine dans la mythologie et signifie demi-cheval ou demi-chien, c'est-à-dire ce fameux cynocéphale. L'existence même de ce concept dans la langue confirme que les rencontres avec de tels hybrides étaient une réalité pour nos ancêtres. Tout cela suggère que les cynocéphales étaient le résultat d'une étape passée d'une expérience globale sur l'humanité. À l'époque, on changeait la biologie en croisant les espèces. Mais il semble que l'expérience ne soit pas terminée, elle est simplement passée à une nouvelle phase. Si auparavant on créait des chimères de chair et de sang, aujourd'hui nous assistons au début de l'ère de la fusion entre l'homme et la machine. Le développement des exosquelettes, des membres bioniques et le remplacement des tissus vivants par des matériaux artificiels sont des pas vers la création d'une nouvelle espèce, des biorobots obéissants. Les méthodes ont changé, mais le but, apparemment, est resté le même. Nous sommes au seuil d'une nouvelle modification de l'humanité, comme ce fut le cas dans l'Antiquité. Ne vous laissez pas duper et gardez l'esprit ouvert. Abonnez-vous absolument à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Et écrivez dans les commentaires, croyez-vous que les hommes à tête de chien étaient une erreur des généticiens antiques? À bientôt! Laissons maintenant de côté les contes sur les nains et parlons de ceux dont l'existence est confirmée, non par des mythes flous, mais par des chroniques historiques et des traités géographiques tout à fait concrets du passé. Si vous ouvrez Wikipédia ou tout autre ouvrage de référence officielle et que vous tapez cynocéphale ou psicéphale, vous obtiendrez une réponse sèche et catégorique. On nous dit que ce sont des personnages zoomorphes, fruits de l'imagination des peuples anciens, peuplant prétendument le folklore de diverses nations. La science officielle met un point final ici, affirmant que des êtres au corps humain et à la tête de chien ou de loup n'ont jamais existé dans la réalité. Cependant, si nous commençons à creuser plus profondément et à nous tourner vers les sources primaires, cette certitude commence à s'effriter rapidement. La description de ces créatures ne se trouve pas dans des recueils de contes pour enfants, mais dans les œuvres des titans de la pensée et de l'histoire antique. Des figures faisant autorité comme Hésiode, le père de l'histoire, Hérodote et l'historien et médecin grec Ctésias ont écrit à leur sujet. C'étaient des hommes dont les travaux ont formé la base de notre compréhension du monde antique. Pouvaient-ils tous se tromper simultanément ou avoir comploté pour décrire la même fable avec une précision effrayante? C'est peu probable. Dans leurs textes, les hommes à tête de chien n'apparaissent pas comme des monstres isolés, mais comme des peuples entiers ayant leur propre habitat, leur mode de vie et leur structure sociale. Regardez avec quel détail le poète et penseur grec Hésiode décrit cette tribu. Ces mots ne sonnent pas comme une métaphore poétique, mais comme le rapport d'un voyageur confronté à quelque chose d'inexplicable et d'effrayant. Il parle de la célèbre tribu des demi-chiens, à qui, sur de robustes épaules tout à fait humaines, avait poussé une tête de chien aux mâchoires puissantes. Cette description provoque le malaise, précisément par son détail anatomique. Imaginez une créature dont les bras, les jambes, le torse sont exactement comme ceux d'un homme ordinaire. Ils se déplacent sur deux jambes, leur musculature et leur squelette sont identiques aux nôtres. Mais ce corps est couronné par une tête de bête. Le plus terrifiant dans cette description est leur mode de communication. Hésiode et d'autres auteurs soulignent que ces créatures ne connaissaient pas le langage humain. Leur appareil vocal n'était pas adapté pour articuler les mots propres aux mortels. Au lieu de cela, ils communiquaient par aboiement. Cependant, ce n'était pas un rugissement animal insensé. C'était une forme de langage compréhensible au sein de leur espèce. C'est-à-dire que, possédant la raison, ils étaient enfermés dans un corps qui ne leur permettait pas de parler, les forçant seulement à aboyer comme des chiens. Mais pourquoi avons-nous décidé qu'ils étaient doués de raison ? C'est ici que réside peut-être l'argument le plus important, prouvant qu'il ne s'agissait pas simplement d'animaux, mais du résultat d'un mélange génétique complexe. Les sources antiques affirment que les cynocéphales utilisaient des outils complexes, maniaient des armes et surtout portaient des vêtements. Pour les philosophes et théologiens de l'Antiquité, ce fait avait une importance colossale. La capacité d'éprouver de la honte pour sa nudité et le désir de couvrir son corps étaient considérés comme un signe certain de la présence d'une âme.
Un animal ne connaît pas la honte. Un animal ne porte pas de vêtements. Le fait que les cynocéphales s'habillaient indiquait aux observateurs qu'ils avaient devant eux des humains, bien que défigurés par une force inconnue ou une expérience. Ils avaient une âme, car la honte est un sentiment accordé par le Seigneur. La géographie de leur peuplement était également décrite avec une précision enviable, ce qui est tout à fait une typique des mythes où l'action se déroule généralement au-delà des mers. Les cartographes et historiens antiques indiquaient clairement les régions où vivaient ces tribus. L'Inde, l'Éthiopie brûlante et les steppes infinies de la Scythie étaient les plus souvent mentionnés. Ce n'étaient pas des pays imaginaires, c'étaient des territoires réels où l'on envoyait des expéditions et d'où l'on rapportait des marchandises. Et c'est là que surgit une question logique qui détruit la théorie des simples contes. Si les cynocéphales ne sont que le fruit d'une imagination malade, pourquoi ont-ils été placés sur des cartes tout à fait réelles, utilisées pour la navigation et la politique à l'époque ? Pourquoi des historiens sérieux, soucieux de leur réputation, n'ont-ils pas eu honte d'indiquer les lieux de vie d'hommes à tête de chien juste à côté de villes connues et de routes commerciales ? Les cartographes, de la précision desquels dépendait la vie des voyageurs, auraient-ils rempli les espaces vides avec des mensonges flagrants auxquels personne ne croyait ? Ou savaient-ils que dans ces coins reculés de l'Inde et de la Scythie se cachait vraiment cette espèce étrange et effrayante d'êtres intelligents ? L'histoire des créatures à tête de chien n'a pas sombré dans l'oubli avec le déclin de l'époque antique. Au contraire, ces informations ont survécu au siècle, migrant des parchemins des historiens grecs vers les chroniques médiévales et les notes de voyage des explorateurs les plus célèbres de leur temps. Si ce n'avait été qu'un beau mythe, il se serait dissous dans le temps, mais les témoignages sur les cynocéphales ont continué d'apparaître avec une régularité enviable, s'enrichissant de nouveaux détails et de références géographiques. Une des traces les plus marquantes de l'histoire a été laissée par les campagnes d'Alexandre le Grand. Le grand commandant, élargissant les frontières de son empire, a été confronté à des choses qui ne cadraient pas avec la vision habituelle du monde. Des mentions et des représentations ont été conservées, notamment sur des miniatures indiennes, immortalisant des batailles de l'armée régulière d'Alexandre contre des détachements de cynocéphales. Ce ne sont pas des peintures allégoriques de la lutte du bien contre le mal, mais une documentation d'affrontements militaires. Les artistes dépeignaient des guerriers au corps humain, mais avec une tête de chien, qui résistait furieusement aux envahisseurs. Cela suggère que les hommes à tête de chien n'étaient pas simplement des sauvages dispersés, mais une force organisée, capable de mener des opérations de combat. Au Haut Moyen-Âge, le relais des témoignages a été repris par les explorateurs européens. Le célèbre Vénitien Marco Polo, dont le Livre des Merveilles est devenu un manuel pour de nombreuses générations de marchands et de marins, décrivait les régions habitées par ces créatures comme une évidence. Jean de Plancarpin, l'un des premiers Européens à visiter l'Empire mongol, a également écrit à leur sujet. Dans leur rapport, les cynocéphales n'apparaissaient pas comme des démons, mais comme des peuples exotiques occupant leur niche sur la carte ethnographique du monde. Des sources byzantines, la connaissance à leur sujet a pénétré dans les anciennes légendes russes, devenant une partie du code culturel des ancêtres. Cependant, le témoignage le plus frappant et le plus proche de nous dans le temps date déjà du XVIIe siècle, une époque où le monde était au seuil des temps modernes. Il s'agit des écrits de l'archidiacre Paul d'Alep. Cet ecclésiastique a visité Moscou dans la seconde moitié du XVIIe siècle et a laissé des rapports très détaillés de son séjour dans le Tsarat de Russie. Alors qu'il se trouvait au cœur même de Moscou, au Kremlin, il a participé à un rite solennel de lavement des reliques dans la cathédrale de l'Annonciation. Paul d'Alep a scrupuleusement énuméré les sanctuaires et les reliques qu'il a eu la chance de voir et de tenir entre ses mains. Et dans cette liste, parmi les reliques de saints vénérés, il décrit tout à fait banalement, mais avec une stupéfaction évidente, la tête de chien de saint Christophe. Ce témoignage change tout. C'est une chose de lire sur les hommes à tête de chien dans l'Inde lointaine sur les pages de traités grecs, et c'en est une tout autre d'apprendre que la preuve matérielle de leur existence, la tête physique de l'un d'eux, était conservée dans la cathédrale principale des tsars de Moscou. Ce n'était pas une métaphore, ni une allégorie, ni un masque. C'était une partie du corps d'une créature réelle, qui a vécu, respiré, et ce qui est le plus surprenant, a été canonisée par l'Église.
Comment est-il arrivé qu'un représentant de cette espèce effrayante se soit non seulement retrouvé parmi les hommes, mais soit devenu un objet de culte? Derrière cette relique se cache une histoire personnelle encore plus incroyable que les légendes sur tout un peuple d'hommes-chiens. La figure la plus célèbre, la plus effrayante et en même temps la plus confirmée documentaire dans l'histoire des mystérieux cynocéphales est Saint Christophe. Si les récits sur des tribus sans nom dans l'Inde lointaine ou la Scythie peuvent encore être mis sur le compte de l'imagination débordante des voyageurs, l'histoire de ce martyr, dont le nom est vénéré tant par l'Église orthodoxe que catholique, laisse perplexe même les sceptiques les plus endurcis. Il a vécu au IIIe siècle, ou au tournant des IIIe et IVe siècles de notre ère, et sa biographie est un scénario tout prêt pour un thriller de science-fiction sur les mutations génétiques. Avant son baptême, cet homme portait le nom de Réprébu, ce qui, traduit des anciens dialectes, signifie rejeté, condamné ou mauvais. Rien que ce nom suggère qu'il était un paria dans la société humaine. La description de son apparence, conservée dans les traditions, frappe l'imagination et donne des frissons. C'était un géant d'une taille immense. Les sources historiques citent le chiffre de 2,30 m. Mais sa principale distinction n'était pas sa taille, mais sa tête. Sur de puissantes épaules reposait non pas une tête humaine, mais la gueule d'un chien ou d'un loup. Il était un véritable cynocéphale, un représentant vivant de cette même tribu dont parlaient Hérodote et d'autres auteurs antiques. Il existe une légende ecclésiastique pieuse qui tente d'expliquer ce phénomène du point de vue de l'intervention divine. Selon cette tradition, le jeune homme est né humain avec une beauté incroyable. Cependant, souhaitant éviter les tentations mondaines et l'attention constante des femmes qui ne le laissaient pas en paix, il supplia le Seigneur d'enlaidir son apparence. Et Dieu aurait entendu sa prière, lui accordant une tête de chien. Cette version semble réconfortante pour les croyants, mais du point de vue de la logique et de la biologie, elle ressemble à une tentative tardive d'expliquer l'inexplicable. La version selon laquelle il est né ainsi dès le début, en tant que représentant d'une autre espèce, génétiquement distincte de nous, semble beaucoup plus plausible. Et ici surgit le détail le plus sombre de sa biographie, dont on n'aime pas parler lors des sermons dominicaux. Avant de devenir un chrétien zélé, Réprébus était anthropophage. C'était la norme pour sa tribu. Il était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire pour qui les humains n'étaient que des proies. Cependant, après un certain tournant spirituel, ce monstre a changé. Bien qu'il ait gardé sa tête de chien et sa nature bestiale, il a commencé à faire preuve d'une piété étonnante. Il a renoncé au cannibalisme, a commencé à prêcher le Christ et a mené une vie ascétique. La société humaine, bien sûr, ne pouvait pas l'accepter immédiatement. Il a dû traverser des épreuves monstrueuses. Les légendes disent que son corps était incroyablement résistant. Il ne réagissait pratiquement pas aux coups et aux tortures que lui infligeaient les gens et les autorités romaines. Cela suggère que sa physiologie différait réellement de la physiologie humaine. Un seuil de douleur plus élevé, des os renforcés, une régénération propre aux organismes artificiellement créés. Finalement, après tous les tourments, il a été exécuté. Mais pour sa foi inébranlable, il a été compté parmi les saints. Des icônes uniques ont survécu jusqu'à nos jours, sur lesquelles Saint Christophe est représenté précisément avec une tête de chien. Ce n'est pas une allégorie ni du symbolisme, c'est une ressemblance de portrait. Les gens ont prié devant cette image pendant des siècles, le vénérant comme un saint martyr. Avec le temps, il est devenu le patron de ceux dont la vie est liée au risque et à la route. Les célibataires, les porteurs, les voyageurs, les conducteurs, les marins, ainsi que les jardiniers et même les épileptiques. Son culte s'est répandu partout, malgré son apparence franchement non humaine. Mais si l'on réfléchit à cette histoire sans tremblement religieux, une question extrêmement inconfortable et provocante se pose. Pourquoi l'Église, habituellement si intolérante envers tout écart par rapport à la norme, a-t-elle élevé au rang de saint un ancien cannibale, un mutant génétique à tête de chien? Pourquoi cet hybride précis a-t-il reçu un tel honneur? N'est-ce pas parce que Christophe était le résultat le plus réussi, le plus parfait de l'expérience de ces créateurs dont les laboratoires fonctionnaient sur Terre dans la haute Antiquité?
Peut-être que sa puissance physique, combinée à l'obéissance et à la fidélité acquise, des traits canins n'est-ce pas, ont fait de lui l'échantillon idéal, le modèle de ce que les maîtres voulaient voir chez leurs serviteurs. Et la canonisation est devenue une sorte de label de qualité, une reconnaissance que l'expérience avait réussi. Les preuves de l'existence de ces créatures ne sont pas seulement conservées dans d'anciens manuscrits, sur les étagères poussiéreuses des archives ou dans la pénombre des nefs d'église. Les traces les plus tenaces restent toujours là où il est le plus difficile de les détruire ou de les falsifier. Dans notre parole, dans la langue que nous utilisons quotidiennement. Les mots portent souvent en eux la mémoire génétique des générations, conservant des sens que l'histoire officielle a tenté d'effacer depuis longtemps. Et dans la culture slave, il existe un exemple éclatant d'un tel savoir préservé, qui pointe directement vers la réalité de l'existence d'hybrides homme-animal. Il s'agit d'un mot familier à beaucoup depuis l'enfance, Polkan. Si vous demandez à un passant en Russie qui est Polkan, la réponse sera instantanée et sans équivoque, c'est un chien. Dans la conscience collective, c'est un nom classique, voire stéréotypé, pour un gros chien de cour, un gardien enchaîné ou simplement un ami fidèle de l'homme. Nous utilisons ce nom sans penser à son origine, le considérant simplement comme un ensemble de sons appropriés pour un animal. Cependant, si nous nous tournons vers l'étymologie et la mythologie russe ancienne, une image complètement différente et bien plus profonde s'ouvre à nous. À l'origine, Polkan n'est pas du tout un nom d'animal domestique. Dans les bylines russes et les vieilles légendes, Polkan apparaît comme un puissant héros, mais un héros inhabituel. Les linguistes et les chercheurs en folklore déchiffrent le mot Polkan lui-même comme demi-cheval, ou, ce qui est beaucoup plus important dans le contexte de notre enquête, demi-chien. Dans les textes anciens, c'est ainsi que l'on appelait les créatures combinant les traits de l'homme et de l'animal. C'est l'équivalent local du centaure ou justement de ce fameux cynocéphale. C'est-à-dire qu'en appelant leur chien Polkan, les propriétaires modernes, sans le savoir, reproduisent l'ancien nom d'une espèce hybride, mi-homme, mi-chien. Ce nom est un artefact linguistique, un éclat de cette réalité où de telles créatures n'étaient pas une invention, mais une partie de la vie quotidienne, ou du moins une menace connue. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la mémoire populaire fonctionne de manière très sélective. Les gens n'auraient pas conservé pendant des siècles un mot spécial pour désigner un hybride biologique complexe s'il n'y avait pas eu affaire. Les mythes vont et viennent, mais les noms usuels restent. Le fait que Polkan soit devenu un nom commun pour les chiens indique que la frontière entre un chien et cette créature existait dans l'esprit des ancêtres, mais qu'elle était perméable. Ce mot confirme qu'à un moment donné de l'histoire, sur notre Terre, vivait ce que l'on pouvait décrire exactement ainsi. Plus seulement une bête, mais pas encore tout à fait un homme. Un demi-chien. Un cynocéphale. Cette preuve linguistique est peut-être même plus lourde de sens que les cartes ou les icônes, car la langue est un organisme vivant qui ne tolère pas le vide et le mensonge. Si le mot existe, cela signifie qu'il y avait un phénomène qu'il décrivait. Mais si ces créatures étaient si réelles qu'elles ont laissé une trace dans le dictionnaire, un silence effrayant s'installe. Nous regardons par la fenêtre et nous n'y voyons pas d'hommes à tête de chien. Nous ne les rencontrons pas dans le métro et ne les voyons pas aux informations. Où donc a disparu toute une race occupant d'immenses territoires de l'Inde et de la Scythie ? Ont-ils été exterminés comme un échantillon raté ? Ou peut-être que leurs créateurs, ces mêmes opérateurs du laboratoire global, ont simplement décidé de clore ce projet, le considérant comme terminé pour passer à la phase suivante, encore plus complexe, des expériences sur la matière vivante. Il semble que la disparition des hommes à tête de chien ne soit pas la fin de l'histoire, mais seulement la conclusion d'un des chapitres de l'interminable journal d'observation sur nous. En résumant tout ce qui précède, un tableau se dessine, effrayant par sa logique et son cynisme. Si l'on accepte la version selon laquelle notre planète est effectivement un laboratoire géant, alors l'histoire des cynocéphales cesse d'être un ensemble de mythes épars et se transforme en un rapport sur une étape achevée d'une expérience génétique globale. Ces créatures, les hommes à tête de chien, étaient une tentative de créer le serviteur idéal en utilisant du matériel biologique.
Les éminences grises de l'Antiquité, qui qu'elles soient, extraterrestres, anciennes civilisations hautement développées ou ceux que nous appelons par ignorance des dieux, ont essayé de créer une espèce possédant la force d'une bête et les rudiments de la raison humaine. Saint Christophe, dans ce paradigme, apparaît non pas simplement comme un martyr, mais comme le standard or de cette expérience, l'échantillon le plus réussi. Il était physiquement puissant, endurant, insensible à la douleur, mais en même temps, après un certain traitement, il est devenu absolument obéissant et dévoué à une idée supérieure. N'est-ce pas là le rêve de tout marionnettiste ? Obtenir une créature qui servira fidèlement, tout en possédant une puissance animale ? Cependant, la biologie a ses défauts. La chair vivante, même modifiée, reste vulnérable. Elle tombe malade, vieillit, nécessite de la nourriture et du repos. C'est probablement pour cette raison que le projet cynocéphale a finalement été arrêté. Les expérimentateurs ont compris que la voie biologique d'amélioration du matériel de travail était une impasse ou insuffisamment efficace. Mais c'est une erreur de croire qu'avec la disparition des hommes à tête de chien, le laboratoire a fermé. Pas du tout. L'expérience ne s'est pas arrêtée une minute. Elle est simplement passée à une nouvelle phase technologique. Regardez autour de vous avec un regard lucide. Ce qui nous arrive aujourd'hui est la suite directe de ces anciennes tentatives. Seuls les outils ont changé. Si auparavant, les créateurs travaillaient avec des gènes et des chromosomes, en croisant les espèces, ils travaillent maintenant avec du silicium, du métal et du plastique. Nous vivons à une époque où le tissu vivant commence à être systématiquement remplacé par de la matière non vivante. Que nous disent les nouvelles de la science et de la technique ? On nous raconte avec enthousiasme l'invention d'exosquelettes qui permettent à l'homme de soulever des poids inaccessibles aux muscles ordinaires. On nous montre des bras et des jambes bioniques qui sont plus rapides et plus forts que les vrais. On nous habitue à l'idée que le puçage et l'intégration d'interfaces neuronales sont un bienfait, la prochaine étape de l'évolution. Mais en réalité, c'est un pas vers la création d'un cyborg, un biorobot obéissant dont les fonctions peuvent être contrôlées de l'extérieur. L'idée du transhumanisme, qui est promue si activement maintenant, ne diffère en rien dans son essence de la création des cynocéphales. Le but est unique, améliorer la fonctionnalité de l'unité, supprimer les faiblesses humaines inutiles, comme la fatigue ou les doutes, et en faire un outil efficace au maximum. Dans l'Antiquité, ils essayaient de faire de nous des bêtes obéissantes. Aujourd'hui, ils veulent faire de nous des machines obéissantes. La seule différence est que les hommes à tête de chien étaient couverts de poils, tandis que l'homme du futur, selon leur plan, sera couvert de capteurs et de servomoteurs. Nous sommes la même pâte à modeler entre leurs mains, et en ce moment même, ils façonnent une nouvelle forme à partir de nous. Ceux qui mènent ces expériences n'ont pas disparu. Ils ont simplement troqué les robes de mages et de prêtres pour les blouses blanches de scientifiques et les costumes coûteux de technocrates. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, nous risquons de répéter le sort de la tribu de Christophe, devenir seulement un chapitre dans le manuel d'histoire de la prochaine civilisation qui ne sera déjà plus tout à fait humaine. Le cycle se referme. Des mutants biologiques, nous nous dirigeons vers des organismes cybernétiques, mais l'essence reste la même. Quelqu'un essaie de remodeler la nature humaine selon ses besoins. Nous sommes au seuil d'une nouvelle modification de l'humanité, comme ce fut le cas dans l'Antiquité. Ne vous laissez pas duper et gardez l'esprit ouvert. Abonnez-vous absolument à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Et écrivez dans les commentaires, croyez-vous que les hommes à tête de chien étaient une erreur des généticiens ? À bientôt.